Cet été, je te donne rendez-vous chaque semaine pour un épisode de la série Cœur à cœur. Ces épisodes sont des partages d'expériences et de connaissances pour t'accompagner dans tes réflexions personnelles et pour échanger. J'espère que les sujets t'inspireront. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans cette 4e capsule de partage de Cœur à cœur. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses. J'avais envie de te présenter tout ce que je mets en place lorsque j'anime 1 heure de session de yoga pour toi. Donc, je me suis basée sur l'exemple d'une session de yoga hybride, donc à la fois en présentiel et en ligne, puisque c'est ce que j'anime le plus en ce moment. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu l'idée de cet épisode parce qu'on ne se rend pas bien compte souvent de tout ce qui se cache derrière ce qu'on l'on présente parce qu'on n'en parle pas. Et voilà, je me dis que ça pourrait très bien t'intéresser de savoir tout ce que je prépare avant, pendant et après une session d'1 heure de yoga avec moi. Alors déjà, lorsque j'anime 1 heure de session de yoga, la première chose qui me vient en cœur et en tête, c'est quel type de yoga est-ce que c'est? Parce que j'anime à la fois des sessions de Hatha Yoga, de Yin Yoga, de Vinyasa Yoga, mais aussi de Pranayama, de Slow Flow, qui est un mélange de Yin Yoga et de Vinyasa Yoga. Donc je vais observer quelle est la session. Et en fonction du yoga qui est pratiqué dans la session, je vais observer ce que moi je traverse dans ma pratique personnelle, que j'essaye de pratiquer le plus régulièrement possible. Je dirais pas quotidiennement, pas depuis que j'ai ma fille, je vais pas vous mentir, mais en tout cas tous les 2 jours à minima, j'ai une bonne pratique de yoga, mais j'essaye tous les jours d'avoir un petit peu, par exemple, une pratique de méditation ou de respiration. Ça me permet de rester connectée avec moi et je sais que c'est un outil qui, moi, me permet de rester aussi centrée. Donc au-delà de nourrir, mon enseignement, ça nourrit surtout ma pratique personnelle, j'avoue, hein. Donc une fois que voilà, j'ai observé quel type de yoga j'allais enseigner, il y a un élément qu'on oublie souvent qui est la gestion des inscriptions et des désinscriptions aux sessions de yoga. Lorsque vous arrivez à une session ou lorsque vous annulez une session, vous vous rendez pas forcément compte en fait du volume derrière d'échanges qu'il y a régulièrement pour organiser cette session de yoga. Que ce soit les personnes qui veulent venir mais qui ont des questions, les personnes qui voulaient venir mais qui ne peuvent plus, les personnes qui voulaient venir mais qui peuvent plus mais qui finalement peuvent venir. Et en fait, j'avais beaucoup d'échanges de SMS il y a 2 ans à ce sujet-là parce que je donne beaucoup de cours dans un lieu que je loue. Et donc j'avais 4 sessions par semaine et ça donnait un certain volume quand même d'échanges qui était très chronophage. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place, grâce à Anne-Laure de Studio Eucalyptus, l'année dernière, un outil qui me permet de gérer les inscriptions et les désinscriptions en fait à mes sessions. Et donc, c'est les personnes gèrent ce point-là. Donc, en général, je les gère pas. Je ne gère que les questions, personnelles ou les échanges personnels, ce qui est génial parce que ça me permet d'être encore plus présente à vos questions et à nos échanges. Donc, une fois que voilà, je sais quel type de yoga je vais enseigner, je sais qui vient pas à peu près, même si parfois ça change jusqu'à la dernière seconde, la vie, je vais observer la séquence. Alors, je vais pas te cacher que ma façon de préparer mes sessions a bien évolué puisque moi j'enseigne à temps plein depuis, à mi-temps puis à temps plein depuis 2012. Au départ, je notais tout. Je notais toutes mes sessions dans des carnets noir sur blanc. Ça donne vraiment des feuilles moi en fait j'aime les petits bonhommes bâtons. Donc je mettais tous mes petits bonhommes bâtons, je mettais les thèmes que je voulais aborder. Si je voulais lire un texte, je mettais la référence du livre, la page, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus on va dire, experte dans ce domaine-là. J'ai beaucoup plus de bouteilles et je peux m'octroyer aujourd'hui de ne plus préparer mes séquences à l'avance, à la minute. Je sais, en fait, en général, quand j'arrive, à peu près quel thème je veux partager, quelle posture j'aimerais travailler, parce que moi, je construis vraiment, par contre, mes sessions hebdomadaires sur l'année. Donc, je sais la direction dans laquelle on va, même si parfois j'ajuste. Je dis ça et je souris parce qu'il y a 2 ans, quand je suis arrivée, j'ai vraiment eu envie d'amener les personnes qui pratiquaient avec moi vers la posture sur la tête. Et en fait, je me suis rendu compte en cours d'année que c'était pas au service de leur pratique et que moi, c'était pas encore OK par rapport à la transmission que j'avais avec eux. Donc, je l'ai remis à quelques temps plus tard. Mais elle arrive. Mais voilà, je m'adapte, mais je sais à peu près quel thème ou quelle ambiance je veux mettre dans le cours. Une fois que j'ai écrit ou non la séquence, donc tu l'auras compris en fonction de si, par exemple, si j'anime un atelier,
souvent je vais écrire ma séquence aujourd'hui parce qu'un atelier, c'est 1 heure et demie ou plus et j'ai besoin d'avoir des bullet points pour vraiment m'assurer que, je délivre tout ce que j'avais envie de donner pendant l'atelier. Mais je ne détaille plus comme avant, plus autant qu'avant pour laisser de l'espace à ce qui est vécu dans l'instant présent, en fait, pour vraiment pouvoir être là avec vous. Ensuite, je vais choisir si je crée une playlist ou non. Donc parfois, il y a des sessions que j'enseigne sans musique, par exemple le Hatha Yoga ou certains pranayama, parce que je trouve que la musique va perturber plus l'énergie qu'autre chose. Il y a des sessions où j'aime bien avoir plus de musique, comme les vinyasa. Moi, je trouve que ça facilite la méditation en mouvement si les morceaux sont bien choisis. Et il y a ensuite des pratiques où je vais jouer soit d'un instrument live, soit d'une playlist, soit de silence. Donc le yin yoga ou le slow flow, par exemple, vont alterner souvent instruments de musique, morceaux de musique ou silence. Et c'est très juste pour moi de pouvoir me laisser cette liberté-là parce que parfois, j'ai réalisé que j'arrivais avec une playlist et que l'ambiance n'était pas du tout à ça, elle était plutôt au silence. Donc, la musique, c'est un sujet qui est assez vaste dans le milieu du yoga. Pour certaines personnes, c'est jamais sans ma musique. Pour d'autres, c'est absolument pas de musique. Voilà, moi, je fais partie de l'école qui est entre les deux. Il y a des moments où je sens que j'ai pas envie de musique parce que ça va me perturber plus qu'autre chose, parce que j'ai envie d'aller accueillir quelque chose. Et il y a des moments où j'ai à cœur d'être accompagnée par un rythme ou une musique. Mais la musique a été présente très, très jeune aussi pour moi. Et je pense que c'est un compagnon de vie qui me permet aussi, moi, de réguler mes émotions. Ensuite, il y a le setup que je vais mettre en place. Donc, il va y avoir 2 setups. Un pour le présentiel et un pour les personnes en ligne. Donc, je vais m'assurer pour les personnes qui sont dans la salle qu'elles puissent me voir correctement, qu'elles soient bien installées, qu'elles aient tout ce dont elles disposent. Et pour les personnes en ligne, je vais m'assurer que la caméra est bien positionnée, qu'elles puissent me voir et qu'elles m'entendent bien. Donc, parfois, il y a des petits couacs audio. C'est arrivé 2 fois, je crois, cette année. Une fois où le micro a mal fonctionné, ça coupait. Et une fois où j'avais carrément, le micro n'était pas activé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, il y a eu des couacs, mais à chaque fois, ça a été résolu. J'ai redoublé les sessions pour que les personnes aient bien leur replay et les sessions en ligne. Mais et puis les personnes ont réussi à suivre quand même en live, donc tout va bien. Mais c'est aussi la raison pour laquelle depuis le mois de janvier, j'ai mon iPad en plus lorsque j'enseigne devant moi parce que ça me permet de voir les personnes en ligne, donc de voir leurs pratiques et en même temps de voir si elles me font signe. Parce que souvent, je le fais avec la caméra qui est fixée sur l'ordinateur. J'ai une caméra spéciale pour les cours, mais qui est fixée sur l'ordinateur et qui est assez loin. Et donc, je vois pas quand les personnes me font coucou quand il y a un problème. Donc, j'ai l'iPad maintenant pour pouvoir les voir et pour pouvoir tout de suite réagir s'il y a un problème technique. Et ça, c'est quand même super. Et en plus, ça me permet de voir leur pratique et donc d'ajuster aussi à la voix. Donc ça, c'est génial. Je vais m'assurer que tout le matériel est présent à la fois pour les personnes en présentiel et pour les personnes en ligne. C'est-à-dire que je vais m'assurer que si c'est une session, il va y avoir besoin de 2 blocs et un bolster, par exemple. Je vais dire aux personnes, assurez-vous que vous avez 2 blocs et un bolster. Et pour les personnes en présentiel, je vais vérifier que tout le matériel est bien disponible pour tout le monde en me basant sur les personnes inscrites à la session. Donc tout ça, tu vois, c'est du temps en fait qui va à la fois se jouer en amont et juste avant la session. Si je prépare mes séquences et ma playlist, souvent je vais avoir deux heures de travail en amont de l'heure d'enseignement, en tout. Le temps de faire la session, la séquence écrite, la playlist, de préparer le matériel, de me rendre sur place, de gérer les inscriptions et désinscriptions. C'est entre 1 et 2 heures de travail de pré-session. Et ensuite, pendant la session, moi, je vais faire au mieux pour être vraiment pleinement présente. Donc, je vais circuler quand l'espace le permet entre les personnes. Je vais ajuster à la voix. J'ajuste au toucher si les personnes sont OK. Donc, je demande toujours la permission avant. Mais je suis toujours vraiment pleinement présente pour pouvoir aussi ajuster la séquence à ce que je peux observer et à ce que je ressens. Parfois, par exemple, je vais arrêter une séquence de vinyasa pour faire un focus sur une posture parce que je me rends compte qu'en fait, on l'a pas assez abordé et qu'il y a des points qui sont pas assez clairs. Parfois, en slow flow, j'ai pu prévoir une longue partie yang et une partie yin et en fait me rendre compte en arrivant que les personnes avaient vraiment besoin de yin, échanger la séquence à la volée et m'assurer qu'il faut vraiment d'aller à la rencontre de ce dont les personnes ont besoin, de ce que leur énergie me communique dans l'espace. Et ensuite, il y a la clôture, donc s'assurer que le matériel est à nouveau bien rangé, s'assurer que l'export pour les personnes en ligne, c'est bien fait pour qu'elles puissent avoir le replay et qu'ensuite je puisse le proposer également sur Podia, s'assurer que mon matériel est bien rangé,
que la salle est propre avant de partir. C'est très important, que ce soit mon chalat ou les salles que je loue. Je m'assure toujours que tout est propre avant de partir. Charger tout le matériel dans la voiture quand j'enseigne à l'extérieur. Et ensuite, il y a, quand la vidéo a été exportée, le temps de réuploader la vidéo sur Podia, de la réécouter juste avant et de l'uploader. Donc, il y a aussi un temps après qui va de 20 minutes à 1 heure, j'ai envie de dire maximum. Par exemple, pour la fois où il y a un problème audio, là, il y a eu du coup 1 heure et demie parce que j'ai dû réenregistrer toute la séquence d'1 heure, en plus de toutes ces étapes de rangement et d'export, etc. Mais ça vaut le coup, c'est important pour moi que vous ayez vraiment des supports qualitatifs. Et ensuite, il y a les espaces où je prends les notes qui sont importants. Donc, même si j'écris pas la session, après chaque session, je note ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour moi, mais aussi pour les élèves, ce que j'aimerais améliorer. Par exemple, en ce moment, je travaille beaucoup sur mon wording, à changer la façon dont je verbalise quand je guide les personnes, à la façon dont je me déplace, au sujet que je choisis également. J'essaye d'être au plus près de mon essence pour que les personnes qui viennent à ma rencontre sentent qu'il y a une authenticité aussi qui est très forte. Et c'est ces notes souvent qui me permettent d'affiner cette présence-là. Voilà, et une fois que tout ça est fait, on remet ça pour la session hebdomadaire d'1 heure suivante en hybride. Voilà. Donc j'espère que cet épisode t'a plu, de venir faire un petit tour dans les coulisses. N'hésite pas à me dire si tu veux d'autres épisodes à propos des coulisses pour les formations, les ateliers par exemple, ou même pour filmer un podcast. Je serais vraiment ravie de partager ces espaces-là, qui sont des espaces qui ne sont pas visibles, mais qui font partie de ton expérience directement ou indirectement. On se retrouve pour la prochaine capsule la semaine prochaine. À bientôt! Merci beaucoup pour ton écoute. Je suis très heureuse que tu aies écouté ce partage de cœur à cœur jusqu'au bout. J'espère qu'il t'inspire et qu'il t'apportera tout ce dont tu as besoin pour cheminer. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à me laisser un commentaire sur Instagram ou ici sur ta plateforme d'écoute préférée. Je lis et je réponds personnellement à tous les messages et commentaires que je reçois. Tu peux toi aussi me soutenir en laissant 5 étoiles à ce podcast avant de partir ou en laissant un commentaire sur tes plateformes d'écoute préférées. Plus tu le fais, plus je rencontre d'auditeurs et d'auditrices et plus on tisse du lien. Et c'est tout ce que je demande. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule de cœur à cœur. Belle semaine.